leur Beth Knesset. On remercie tous ceux qui ont participé à l'organisation, évidemment le Rosh Yeshiva qui a fait le déplacement depuis Haïfa pour venir nous faire le kavod ici de nous donner le cours de Torah. Et tous les gens qui ont permis que cette soirée se passe. Comme le Rabbi l'a dit en hébreu, on va redire, mais voilà, Moshe Zonou, Yoel Alali, Yona Garcia, Dan Lelouch, Dan Abou, Talia Benizri et encore bien d'autres, évidemment, qui étaient derrière dans les coulisses exactement de ce cours de Torah. Et comme le Rav l'a mentionné, c'est vraiment les jeunes, les élèves du Rav qui ont voulu se rassembler et donner une place ici à la Torah à Yerushalayim. Bezrat Hashem, ce n'est que le début, il y en aura encore bien d'autres de tous les rabbanim de l'Yeshiva et on espère aussi que le Rosh Yeshiva nous fera le plaisir de venir encore d'autres fois dans l'année. Bezrat Hashem, et que on va tout de suite laisser la parole au Rav pour une magnifique soirée. Bezrat Hashem, merci à vous d'être venus. קהל קדוש וערב טוב, תודה רבה לאכסניה, משפחת זרמתי וכל הנוכחים פה. Je vais essayer de vous parler en français, c'est pas toujours facile, ne croyez pas. C'est là? Et je suis venu, c'est moi je te le sais. לעילוי נשמת דניאל בן אברהם, דן שלמה בן צעדה והמבדיל, לחיים טובים לרפואה שלמה של אוגת בת לבנה ושלמה בן אברהם. רפואה שלמה לחולים. Je suis venu ici pour essayer d'ouvrir une série de cours pour tous ceux qui seront intéressés éventuellement. J'espère que tout le monde, mais sinon peut-être même d'autres personnes. Et pour essayer d'aborder les problèmes qui nous concernent aujourd'hui en Israël. Surtout pour les gens qui ne sont pas nés ici dans le pays. On a besoin de savoir comment ce pays fonctionne. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'on a à faire et comment on s'insère et qu'est-ce qu'on a à faire ici. On a énormément à faire. Et tout le temps qu'on ne réalisera pas ce qui doit être fait, tout le peuple juif aura problème. Quel que soit le juif qui vient de quelque pays du monde, il a un rôle à jouer. Il a quelque chose avec lui, il amène quelque chose avec lui, mais il a un rôle à jouer ici. Alors j'essaierai de préciser ce qui concerne peut-être un peu plus des francophones. Mais à mon avis, on verra tout de suite assez vite que ça doit concerner tout le monde. Mais c'est un premier point pour ouvrir le sujet, de voir comment les prophètes nous ont présenté le retour du peuple juif en terre d'Israël. Nous nous trouvons ici, puisque je dois parler en français, donc il s'agit de gens qui viennent de la diaspora, qui arrivent ici en Israël. On passe donc d'un monde à un autre monde. C'est ça? Et quand on passe d'un monde à un autre, ça peut jamais être évident, ça peut jamais être simple, et ça peut jamais être très très clair. Donc il faut qu'on essaye de préciser plusieurs points. Est-ce que, tout le monde ici parle français, mais j'espère que les gens lisent un petit peu l'hébreu, non? Un petit peu, non? Parce qu'il y a quelques petits textes que j'ai amenés en hébreu parce que j'ai pas de traduction. Non, il y en a un, j'aurais pu chercher, mais enfin c'est compliqué, c'est pas très compliqué. Vous avez devant vous, regardez, j'ai mis ça, l'hébreu, il aurait dû être à droite, mais comme il y a du français, il est passé à gauche. Un texte du prophète Ézéchiel qui nous parle, c'est le texte principal qui parle du retour du peuple juif en terre d'Israël. C'est le contenu du Naftara de la semaine, laissons la paracha, mais regardez qu'est-ce qui est écrit avant cela. ויהי דבר השם אלי לאמור, בן אדם שים פניך אל צידון והנבא עליה. צידון רבותיי c'est Tyr, la ville de Tyr au Liban, כן? עכשיו, ואמרת כה אמר השם אלוהים, כה אמר, כתוב, כן זה השם אלוהים, הנני עלייך צידון ונכבדתי בתוכך, וידעו כי אני השם בעשיתי שפטים ונקדשתי בה. Je vais la juger dans la terminologie de la Bible et des prophètes, ça veut dire je vais lui donner des coups. Ici, dans ce contexte. D'accord? Il y a quelques fois où l'ishpot, c'est véritablement juger quelqu'un, mais ici, quelquefois,
L'ishpot signifie réaliser sur le terrain la décision divine. D'accord? Ça s'appelle aussi l'ishpot. C'est un sujet théologique en soi et philosophique. Pourquoi ça porte le même nom? Ça, c'est un autre problème. עכשיו, ושילחתי בדבר ודם, j'enverrai là-bas la peste, le sang, בחוצותיה ונפלל חלל בתוכה בחרב עליה מסביב וידעו כי אני השם. Dans le cas, quand je vous parle de punition sérieuse, vous allez me dire qu'est-ce que ça nous concerne à nous, vous allez voir un instant. Velo yerod lebet Israël silon mam'ir, quelque chose qui nous porte atteinte. Ken vekot machiv, comment dire ça, une épine qui nous pique en permanence. Mikol shivotea shatimota veyadaou kani Hashem. Je précise pas plus, mais je veux arriver au point qui nous concerne le kibbutz galuyot. Koamar Hashem. Elohim, Bekabetzi et Bet Israël, quand je vais réunir le peuple juif. On est là, nous vivons ça maintenant. Nous sommes en plein milieu de ça, on le vit depuis des dizaines d'années. Akash Baruch Hu réunit tout le peuple juif ici en terre d'Israël. Que de bon gré ou mal gré, il est là. Pourquoi je vous ai lu pour Sidon? Sidon, c'est le sud du Liban. Qu'est-ce qu'il y a maintenant dans le sud du Liban? Hezbollah. Akash Baruch Hu, avant de parler du Kabetzi Bebet Israël, il parle des coups qu'il va porter à la Hezbollah. Vous voyez, c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. La frontière du Nord est maintenant en pleine effervescence. Et chaque fois qu'il y a Kibbutz Galuyot, il y a les voisins qui sont là pour nous empêcher. Alors regardez, ça apparaît dans la Bible, l'un à côté de l'autre, toujours l'un à côté de l'autre. Quand le peuple juif arrive ici, il y a les voisins qui essayent de tout empêcher. Et il y a marqué, je vais être sanctifié aux yeux de toutes les nations. Maintenant, le gros problème, qu'est-ce que ça signifie être sanctifié aux yeux de tout le monde? Dans quel sens, par quoi ça s'exprime? C'est des jolis mots en français, très lyriques, tout ce que vous voulez, mais je veux une traduction. En terminologie de comportement, d'acte, de vie qui est vécu. On va essayer de voir ça. Pour essayer de voir ce dont il s'agit d'abord, Rabotai, le premier point, c'est de savoir pourquoi on est parti en exil. Et là, on va être obligé d'aborder un point. Peut-être certains élèves de l'Aïjiva ont déjà entendu ça, mais pas toutes les personnes présentes. Dans la Torah, la diaspora est considérée comme la conséquence d'une malédiction d'Akash Baruch Hu. Si on marche suivant les voies d'Akash Baruch Hu, sinon il va nous disperser dans le monde. Et après, dans Parashat Kitafo, les malédictions sont amplifiées. D'accord? Dans la Torah, c'est présenté comme une punition. C'est déjà beaucoup. Parce que les Juifs de diaspora, ça fait longtemps qu'ils ont oublié que c'est une punition. Ils pensent que c'est un idéal encore. Alors c'est déjà pas mal que la Torah nous précise que c'est une punition. Et maintenant le problème il est très aigu. Avec tout ce qui se passe maintenant dans la société israélienne, les gens qui n'aiment pas le nouveau gouvernement, qu'est-ce qu'ils disent? Ben on fait notre valise, on s'en va. C'est la grosse menace. On essayera de revenir là-dessus plus tard. Mais avant tout, la Torah donc a présenté ça comme une punition. Le Maharal de Prague pose une question fondamentale. Il dit ça ne peut pas être une punition, c'est pas possible. Nous donner des coups à Akash Baruch Hu, il n'est pas obligé de nous envoyer en diaspora. Il peut nous donner des coups ici. On n'aura besoin d'aller en exil pour ça. Conclusion, la diaspora ne peut pas être uniquement pour cause de punition. Il y a aussi autre chose qui se passe là-dedans. D'accord? Alors si vous allez voir certains courants religieux, pour pas apparaître trop critique, je ne dirai pas de qui il s'agit, celui qui sait, il le sait. Ils disent on a un rôle à jouer parmi les nations, etc. Un peu de vrai là-dedans. Disons 15% de vrai, peut-être. Achav, ce n'est pas la raison véritable. La raison véritable a été révélée par deux personnages. Un du 19e siècle et un du 20e siècle. C'est 19e siècle, le Rav Ben Amozek. Je suppose qu'à peu près tout le monde en a entendu parler, les francophones aussi. S'ils ne l'ont pas entendu parler, sachez qu'il s'agit d'un géant qui a vécu en Italie. Aujourd'hui, on fête son deuxième centenaire.
Il est né en 1823, il est décédé en 1900. Il y a des gens qui ne savent pas qui c'est le Rav Ben Amozeg ou non? Bon, alors écoutez, c'est un personnage, un phénomène. Je ne sais pas, il est tombé des cieux comme ça. Je ne plaisante pas. Il n'y a rien qu'il n'a pas lu. Il connaît par cœur tout ce qui relève de Torah, évidemment. Il domine toutes les philosophies, il domine toutes les religions, il domine toutes les sciences. Je ne sais pas comment il a lu ça. Il arrive à citer des dizaines de milliers de livres. Des dizaines de milliers de livres dans ses ouvrages. Pas des milliers, des dizaines de milliers. Et pour vous donner un aperçu encore plus... il parle une vingtaine de langues à peu près. Et il y a des gens... Il n'est jamais allé à l'école. Il y a des gens qui disent c'est grâce à ça. Il parle une vingtaine de langues et puis il est tellement persuadé que tout le monde a une culture avoisinante de la sienne que quand il cite en anglais, en perse, en arabe, il n'imagine pas qu'il doit traduire parce que si lui comprend, ça veut dire que tout le monde comprend. Bon, c'est tous les gens du peuple juif qui sont comme ça. Ils n'arrivent pas à comprendre d'où on est nous. Et pour préciser le dernier point, deux derniers points. Il a consacré toute sa vie à essayer de défendre la Torah et le judaïsme contre toutes les attaques qui sont nées au XIXe siècle avec la nouvelle culture juive qui aborde le judaïsme comme une espèce de science, comme on aborde n'importe quelle génération. La critique biblique, j'en passe et des meilleurs. Il a consacré toute sa vie à défendre aussi bien la Torah, la Kabbalah et j'en passe et des meilleurs. Et le dernier point pour préciser l'envergure du personnage, son oncle qui était aussi son maître, à l'âge de près de 80 ans, il publie un ouvrage sur les secrets et les sodotes de la Kabbalah de Ha'ari. Et son neveu, le Rav Ben Amozeg, à l'époque, a 16 ans. Lui, l'oncle, c'est le dernier grand kabbaliste. Il demande à l'élève de 16 ans de lui donner une askama et de lui écrire une askama. Vous vous rendez compte? C'est quelque chose qui n'a jamais existé. Je ne connais pas d'un deuxième phénomène pareil que quelqu'un, un maître âgé, près de 80 ans, il demande. Et sur les sodotes que personne n'avait jamais voulu révéler, il demande à l'âge de 16 ans qu'il lui fasse une askama. Alors, dans un livre qui a été consacré à défendre la Kabbalah, parce que il faut que vous compreniez qu'est-ce qui se passe en Europe au début du 19e siècle. La Révolution française est arrivée. Les premières victimes, c'est évidemment les Juifs. Comment ils ont été victimes? Ils sont sortis du ghetto. On leur a accordé la nationalité française. Alors, comme les Juifs algériens, ils étaient aussi imbéciles. M. Zermati, il ne va pas te fâcher, j'espère. Je suis aussi algérien, je peux parler tranquille. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Ils ont reçu, tous les Juifs francophones qui ont reçu la nationalité française, pour eux, c'était le Mashiach qui est arrivé. Il y avait des justifications à ça, au moins en Afrique du Nord. En Europe, moins. En Afrique du Nord, Bessed. Puisque j'ai piqué un peu les Algériens, il faut que vous sachiez qu'il y avait la domination turque et arabe là-bas qui était cruelle comme il n'y en avait pas deux. Alors la France les a sauvés. Ils ont été trop reconnaissants. Ils ont perdu avec ça leur identité. En Europe, ça s'est passé de la même façon, mais différemment. Ça, le même phénomène, s'est passé, mais différemment. Le juif est sorti du ghetto, il rentre à l'université. Et quand il rentre à l'université, il rencontre les grands personnages d'Europe, les grands philosophes d'Europe, Kant, Hegel, Schopenhauer, j'en passe et des meilleurs, ébloui. Un phénomène similaire, les Juifs d'Afrique du Nord l'ont connu. Quand ils ont quitté l'Afrique du Nord, ils arrivent à Paris. Ils sont rentrés à l'université éblouis. Éblouis. Premier instant ébloui, le deuxième est aveuglé. On a devant soi, le Juif est à l'université, il a devant soi toute cette grande culture européenne devant lui. Et il se laisse embarquer et il regarde toute son identité juive ou tout son judaïsme sous le prisme de cette culture qui n'est pas la nôtre.
Et un des points importants, la foi juive dans toutes les communautés a toujours été profondément attachée non seulement à une simple foi rationnelle, mais à quelque chose de mystique, à quelque chose de profond, donc de mystique. Mais en face d'une philosophie allemande ou française de l'époque, ou même anglaise, la mystique est à mettre de côté, surtout à la suite des influences philosophiques de Kant. On n'est pas ici dans un cours de philo, je ne vais pas expliquer pourquoi, mais Kant a été le personnage qui a lutté contre toutes les dimensions métaphysiques. Pour lui, il n'y a pas de métaphysique. Je me dis juste un point. Il s'est attaqué à toute notion de métaphysique. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il y a des divergences d'opinion. Si la métaphysique était très claire et si tout ce qu'on dit de Akash Baruch Hu est clair dans une religion ou dans une autre, il ne devrait pas y avoir de divergence d'opinion. S'il y a divergence d'opinion, c'est que personne ne détient la vérité. Donc tout ça qui n'est pas tangible, qui n'est pas vérifiable, on doit le laisser de côté. Il a mis de côté la métaphysique. Et le juif, évidemment, quand il reçoit la culture goy, il doit devenir comme un goy. Vous savez que Darwin, il a dit que l'homme, il sort du singe. Ken? Mais Rambam, il n'est pas d'accord. Il dit que c'est le singe qui sort de l'homme. D'accord? Pourquoi? C'est les hommes qui sont en train de singer. Alors, je reviens. Il est obligé, le juif, qui est à l'université, de singer les affirmations de Kant. Il n'y a pas de métaphysique. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec toute la mystique juive, ce qu'on appelle la Kabbalah? Il va la dénigrer. Et le Rav Benozé, qui était le dernier grand kabbaliste après son oncle, part à la défense, évidemment, de toute la mystique juive. Il écrit un livre entier là-dessus. Et dans ce livre, il aborde justement les raisons, et on arrive au sujet, les raisons qui justifient la diaspora. À part la punition, évidemment. Et regardez ce qu'il écrit, celui qui parle hébreu B16, et je vais pas trop m'attarder, je vais essayer de traduire en français pour celui qui lit pas en hébreu. Veloule Yagolti, si je n'avais pas peur, mi pene arichut pour la longueur, que fichamante haïti megale tefar mi machekisa atikomin, je révélerai ce qu'Akash Baruch Hu, atikomin, c'est une dénomination de Akash Baruch Hu dans le prophète Daniel. Misibot Agalout, des raisons qui expliquent la diaspora. Aruch Hazé, cette longue diaspora. Qui achat mena, une d'entre elles, l'one adara, izot sheramaznu alea retzoni lomar, shebiroto yidbarach kama hayenu achuzim bechevle achomer achur, biyotenu legoy, ve'en davar apéulot achitzoniot shebahem nasim kol ma'yanenu. Je vais dire en hébreu, ensuite je vais essayer de traduire l'idée. Celui qui ne suit pas l'hébreu, je dirai l'idée, ça suffira. כי המצב ההוא עלול ומסוכן להכחיד מכל וכל מקרב אומתנו. החיים השכליים הפנימיים הרוחניים, כן? ופיקדון האמונות הרמות אשר הופקד איתנו, לכן בבוא יום פקודת עוונותינו קרא צוררנו, כן? שהיינו אחוזים ומעורים בו בארץ הקדושה. ועכשיו j'explique l'idée et la suite, celui qui lit en hébreu, il a qu'à la lire. Le Rav Benozé dit la chose suivante. On est arrivé ici en Israël à l'époque, à la fin du deuxième temple. La seule chose qui nous intéresse, c'est les problèmes politiques et économiques et sociaux. Rien de spirituel. Qu'est-ce que Akash Baruch Hu a fait? Il dit, mais ça, maintenant, les fautes sont arrivées à leur maximum. Il faut régler les comptes. Et comment on va résoudre le problème? On va empêcher le juif de s'enfoncer dans juste ce qui relève du matériel, du temporel. Eh bien, on va lui casser toutes les structures de façon à ce qu'il ne puisse pas s'occuper ni de politique, ni de société, ni de nationalité, ni d'armée. Comment on fait ça? On démolit l'État d'Israël. Et où c'est qu'on va? En diaspora. Pas d'État, pas de société, pas d'armée, pas d'économie. Et c'est la première fois qu'un Chacham dans l'histoire révèle cette raison fondamentale. Et maintenant je pose la question, qu'est-ce qu'a fait un juif sérieux qui a tenu à rester juif en diaspora? Il y a une seule chose qu'il a attaché, son rapport avec Dieu. Et il n'avait pas de rapport avec quelqu'un, il ne pouvait pas avoir de rapport avec personne d'autre.
Et l'autre juif à côté de lui, il est à la synagogue, il complète minyan, lui aussi, on est ensemble à la prière. C'est tout. Armée, il n'y a pas. Économie, il n'y a pas. Ken? Nationalité, on n'en pense pas, on n'en parle pas. C'était la façon de prendre tout le peuple juif qui s'enfonce exactement comme aujourd'hui, uniquement politique, calcala et ça va, de le mettre dans une situation où il ne peut plus s'occuper du tout du temporel, il va s'occuper uniquement du spirituel. C'est la raison fondamentale de la diaspora hors d'Israël. Si ce n'était pas cette raison, Akash Baruch Hu nous aurait laissé ici. Il aurait puni ici. Il nous envoie là-bas. Alors attendez maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on arrive en Israël, au début fin du 19e siècle, début du 20e siècle, sous une forme, sous une autre. Il y en a qui sont venus un petit peu avant, peu importe, je ne rentre pas dans tous ces détails. C'est un sujet en soi. Et qu'est-ce qui se passe? On revient en arrière. De quoi on s'occupe? D'État, d'armée, d'agriculture, d'économie. C'est ça? Et puis, on arrive au dernier vote. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il s'avère qu'une grande partie du gouvernement a avec soi une dimension religieuse, et bien ça explose. À juste titre, à tort, à moitié, peu importe, ça, je ne rentre pas là-dedans maintenant. Si j'ai besoin, je dirai un mot dans ça. Sans parler politique, je parle des phénomènes humains. Ça va? Autrement dit, il y a eu un retour qui s'est passé ici en terre d'Israël, mais qui a été, en tous les cas, depuis la création de l'État d'Israël, basé uniquement, une nouvelle fois, sur le temporel, sans spirituel. Je ne parle pas des juifs sfaradim, Ken. Je n'ose pas vous dire ce que je pense d'eux, parce que sinon, vous allez vous fâcher. Amen. De quoi j'entends par là? Ils viennent, ils se laissent embobiner et ils se laissent endoctriner par n'importe qui. Ça, c'est un problème terrible à mes yeux en tant que rabbin. Je ne comprends pas ça. Quand j'étais en Khoutz-Larès, et surtout en Afrique du Nord, je croyais qu'ils avaient un peu de caractère, mais j'ai vu qu'ici, ils n'en ont pas. Aucun caractère. Vous savez jusqu'où ça va? Un jour, j'ai participé à un symposium à Bet Sokolov. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est Bet Sokolov. C'est l'Académie des journalistes à Tel Aviv. C'est le grand centre. Et qui avait en face de moi un prof de sociologie. Et il y avait le Sam Achutz, le ministre des Affaires étrangères israélien, professeur Shlomo Ben-Ami, il s'appelait comment il s'appelle? Shlomo Ben-Ami. Shlomo Ben-Ami. C'est un juif d'origine marocaine. Sur quoi quel était le sujet abordé? L'identité juive. Alors, comme c'était l'identité juive, ils m'ont donné à parler le premier, et j'ai commencé par citer une phrase de Lévinas. Dès que j'ai cité une phrase de Lévinas, le prof de sociologie, non, c'est pas vrai, excusez-moi. C'est eux qui ont parlé les premiers. Il y avait d'abord le professeur de sociologie, après Shlomo Ben-Ami, il était ministre, et ensuite ils m'ont donné à parler. J'ai commencé par une phrase de Lévinas concernant l'identité juive. Il a un article remarquable là-dessus. Dès que j'ai ce truc, j'ai dit la première phrase sans commentaire, sans rien. Ils se sont levés tous les deux en train d'hurler. Parce que d'hurler jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Et pas pourquoi. Alors, je les ai laissés crier une minute, et puis je leur ai dit, mais excusez-moi, je croyais que j'étais dans un monde où il y avait beaucoup de soufflaneux, comme on dit. Tolérance. Vous savez, la tolérance, comme la tolérance de tous les gauchistes, là, vous pouvez dire n'importe quoi, à condition que ça corresponde à ce qu'ils veulent. Et je leur ai dit, mais excusez-moi, je suis arrivé dans un endroit, je croyais qu'ici, il y avait de la place un peu pour tolérance. Du coup, ça les a calmés. Okay? Ils m'ont laissé parler. À la fin de la Hatzara, Shlomo Ben-Ami, il avait hurlé aussi. Il s'est levé, il m'a dit, il a dit devant tout le monde, le Rav Zini a raison. Psh, ça c'est pas mal. Le Rav Zini a raison,
Okay? Et là, il me rajoute quelque chose, c'est pour ça que je vous raconte ça. Il me dit, regardez, moi, je suis venu du Maroc. Mon frère, il est rabbin de chasse et moi, je suis dans Mifleget Avoda. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé ici, on l'a mis dans un Talmud Torah, et moi, on m'a mis dans un kibbutz Riloni. Alors, je suis devenu Mifleget Avoda. Vous savez, qu'est-ce que c'est les Sfaradim? Des gens très très purs. Vous savez pourquoi? C'est comme l'eau. L'eau, ça purifie. Alors, quand vous mettez dans un verre, ça a la forme du verre. Dans une assiette, c'est une assiette. Une casserole, une casserole. Partout où il rentre, il devient ce qu'il y a là-bas. C'est une maladie que je ne sais pas guérir, mais j'espère guérir. Archav, revenons à notre sujet, je suis un peu méchant, mais justement, c'est pour qu'on bouge. On n'est pas là ici pour papoter, on est là pour essayer de voir qu'est-ce qu'on a fait. C'est-à-dire, on a besoin de faire beaucoup de choses. En tous les cas, on se retrouve ici devant une situation problématique suivant ce qu'on vient de lire maintenant. Regarde la deuxième personne, le deuxième rabbin qui va parler exactement dans cet esprit-là, c'est le Rav Kook. Dans son livre Oroth, il donne cette raison-là, mais c'est 60 ou 70 ans après le Rav Mosek. La raison était celle-là. Et il fallait nous permettre de revenir à quelque chose qui correspond plus aux Juifs, à quelque chose qui relève du spirituel, à quelque chose qui nous rattache à Akash Baruch Hu. Alors maintenant, on revient ici, on retombe en arrière. Il y a un gros problème ici. On ne peut pas se permettre une chose pareille. Alors regardez, vous avez à droite deux textes partiels, ils ne sont pas tous, un est peut-être complet, l'autre non, de Manitou, sur le sujet. Regardez ce que dit Manitou dans un premier article. Depuis 2000 ans, les Juifs étaient tous juifs et autre chose, juifs et français, juifs et anglais. Et nul dans ce cas n'était plus français, plus anglais qu'eux. Vous savez qu'il ne le dit pas comme ça au hasard. Tout le monde parle de l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, c'est une, comment on dit une boucha, une honte pour le peuple juif, pas pour la France. Vous savez pourquoi? Quand le juge s'est levé et a dit à Dreyfus, capitaine Dreyfus, vous êtes juif? Il a dit non, monsieur, je suis français. Ça, on ne raconte pas. Que les Français sont des antisémites crapules, ça, c'est pas d'aujourd'hui. La poussière de France est imbibée de sang juif. De Bayonne à Strasbourg, de Lille jusqu'à Marseille. Il n'y a pas 1 centimètre carré de France qui n'est pas imbibé de sang juif. Si vous ne le savez pas, c'est le temps de le savoir. Sachez qu'à chaque croisade, il y avait entre 10 000 et 30 et 40 000 juifs assassinés. Archav, revenons donc à notre sujet. Comment un personnage pareil dit « je suis français », tu dis « je suis français ». Pendant qu'on t'accuse en tant que juif, tu dis qu'il est français. Et c'est ce qu'a fait le juif très souvent. C'est pour ça que Manitou dit la chose suivante, il jouait au plus français, plus anglais que lui. Mais voici que Dieu a renoué l'histoire d'Israël, l'hébreu. Il est à nouveau possible et même nécessaire qu'un juif redevienne un hébreu, et seulement un hébreu. Un petit point là-dessus. Manitou a adopté ici justement une sémantique qu'il a empruntée au Rav Mosek, qui fait la distinction entre juif et hébreu. Juif marque l'aspect, la dimension nationale. Notre appartenance nationale, ça vient de Yehuda. Ani Yehudi, ni Mamlechet Yehuda. Okay? Hébreu, c'est que le mot Abraham Ivri. Abraham l'hébreu. C'est avant qu'il y ait un État. C'est par sa croyance et sa foi qu'il est appelé hébreu. C'est une appartenance religieuse et croyante. Tandis que juif est une appartenance nationale. Mais alors, Manitou ici va dans le sens du Rav Mosek qui fait cette distinction en permanence dans tous ses ouvrages. La reconstitution du peuple hébreu à partir des Juifs issus de plus de 100 nations est un fait historique considérable et providentiel. Ça s'appelle de celui qui ne comprend pas ce que nous vivons, c'est un miracle comme il n'y a jamais eu dans l'histoire, c'est qu'il est bouché à l'émery. Archav, même si tous les Juifs de la diaspora ne l'ont pas encore compris, et les Juifs d'Israël, il y en a encore qui ne l'ont pas encore compris. C'est ça? Je suis un Juif. Mes enfants, cet article ici, c'est partiel, vous voyez des points de suspension.
pour ne pas se tromper par rapport à ce que va dire Manitou, je vous précise, ça a été publié dans le Figaro, donc devant les Goïms. Ce n'est pas un article qui a été publié entre les Juifs, donc il dit certaines choses pas triviales. Je suis un Juif, mes enfants sont des Israéliens, mes petits-enfants sont tout simplement des Hébreux. Ils m'observent et se demandent comment on pouvait être Juif sans être Hébreu, hors d'Israël. Ils pensent, s'expriment, rêvent en hébreu. La langue même dans laquelle Dieu s'est exprimé, cela ne peut pas être indifférent pour l'avenir de l'humanité. C'est là. Seulement, quel est le problème? Qu'est-ce que ça veut dire être hébreu? Regardons la suite. Toutes les créatures recherchent le salut. Elles sont en exil du Créateur. Bon, il répond ça devant les Français, les chrétiens. Les Hébreux révèlent par leur existence même que cette réunification avec le Créateur est possible. Maintenant, traduisons ça en terminologie juive. Revenir en Israël, ce n'est pas d'abord recouvrir notre indépendance nationale. C'est revenir à un attachement profond et existentiel avec Dieu. Qu'est-ce que disent nos Chachamim dans Masechet Ktubot Daf Kuf Yud Aleph Amud Bet? Kuf Yud Amud Bet, regarde au début de Kuf Yud Aleph. Kuf Yud Amud Bet. Un juif qui vit hors d'Israël, c'est un idolâtre qui s'ignore. C'est aussi dans Masechet Avodah Zarah. Et celui qui quitte Israël, c'est comme s'il allait s'adonner à l'idolâtrie. Et sur quoi nos Chachamim font baser ça? Sur un verset de David Ameler qui Gershuni ayom l'isapiyar benachalat Hashem lemor lechavod Elohim acherim. Et nos Chachamim dit qui c'est qui lui a dit à David Ameler lechavod Elohim acherim, le fait qu'il soit obligé de quitter la terre d'Israël pour aller vivre chez les Philistins, considéré comme idolâtrie. Pourquoi? Les gens ne savent pas, mais c'est le moment de leur rappeler ça et de leur faire rentrer ça pour qu'on fait la Brit Mila. La Brit Mila liot lecha l'Elohim u'zarancha acharecha. C'est pour avoir un keshet profond, existentiel, avec Akash Baruch Hu, la Brit Mila. Tiens, עכשיו, même les Arabes ont compris ça. עכשיו, et donc, regardez comment il dit. Ce retour en Israël, pour moi, pour nous, c'est réunification avec le Créateur. Quelle est la grosse discussion qui a eu lieu au moment, le jour de la création de l'État d'Israël, ou plus exactement la veille de la création de l'État d'Israël? La rédiction de ce qu'on appelle la Megillat HaAtzmaut. Megillat HaAtzmaut, c'est un document au style rococo pour des ignorants. Je suis sioniste, ne vous inquiétez pas. Je vois des gens qui sont effrayés un petit peu. Sachez que je précise ça et je rappelle ça les derniers temps. Je l'ai dit au symposium devant Aharon Barak, avec Aharon Barak, à la faculté de droit de Tel Aviv. Je lui ai montré qu'il n'y a jamais eu un document aussi idiot et mensonger que la Megillat HaAtzmaut. Et ça, il faut que vous le sachiez aussi. C'est important que tout le monde le sache. Par quoi commence Israël comme Aram Yehudi. C'est en terre d'Israël que s'est élevé, que ça a été créé le peuple. Un mensonge, c'est en Égypte. Paro dit, Hine Am ben Israël l'avertzu mimenu. C'est Paro qui nous décèle, qui s'aperçoit qu'on est un peuple. C'est en Égypte, c'est pas ici. J'en passe et des meilleurs. Mais attendez, quel est notre problème concernant notre sujet? C'est le fait suivant. Le Rav Maimon, qui était le représentant du sionisme religieux, lui a dit, le marquer dans la Megillat HaAtzmaut, de marquer le nom de Dieu. Ben Gurion s'est opposé formellement. Formellement. Vous ne croyez pas que Ben Gurion était un ignorant. Celui qui ne sait pas, Ben Gurion avait terminé tout son Talmud et il avait étudié énormément de Torah. D'où le sait-on. Son père, qui était un ami intime de Herzl, va voir Herzl et voulait que son fils fasse des études de droit à Istanbul. Il lui dit, tu es un copain avec le sultan. On va lui dire au sultan qu'il lui laisse étudier là-bas à Istanbul. C'est quelqu'un, Shekvar, Shalat, Beshas ou Beposkim. Il écrit, le père. Alors il s'est opposé à ce que le nom de Dieu soit là. Ils ont trouvé un compromis, un espèce de compromis en disant Tsur Israël. Et parce que ça, on peut interpréter n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est Tsur Israël dans le Tanakh? C'est Dieu.
Mais Ben Gurion est allé l'interpréter, c'est la force du peuple juif. C'est-à-dire, alors, là est né le gros problème entre croyants et non-croyants, entre religieux et non-religieux. C'est né avec l'État d'Israël. Maintenant, ce que nous vivons, c'est l'explosion. Alors, regardez ce que dit Manito. Arshav, il célèbre chaque année cette réunification possible par la Pâque en mémoire de la sortie d'Égypte. Il faut comprendre, pourquoi, en quoi ça, c'est parallèle avec la sortie d'Égypte. C'est très simple. Moïse va voir Pharaon et lui dit on veut sortir d'ici. Pourquoi? On veut aller servir à Kajoukou 3 jours. Autrement dit, il parle croyance, il parle foi. Les Juifs, mais c'est pas vrai que c'était la seule raison. C'était la raison principale, mais pas la seule raison. Pourquoi? Quand Akashbakou l'envoie parler au peuple juif et lui dire sors-le du peuple juif, qu'est-ce qu'il lui dit? Je vais te sortir de là-bas. Pourquoi? Pour te faire venir en une terre où coule le lait, le miel, etc. Il n'a pas parlé de Torah. Il a parlé de venir ici. C'est ça? Alors, mais la déclaration essentielle et fondamentale à Pharaon, on va servir à Akashbakou. Donc on vient en terre d'Israël pour servir à Kajou. C'est juste ici que c'est possible. Vous venez tous de la diaspora. Est-ce que j'ai besoin de vous dire combien de juifs français la mezouza ils la mettent à l'intérieur parce qu'ils ont peur? Ou ils ont peur de mettre un calot? Et j'en passe des meilleurs. Comment on peut être juif là-bas? Je ne parle pas juste de ça, de cette crainte. Il y a quelque chose encore de pire. Combien de mitzvot nous avons? 613 mitzvot. D'accord? Combien de mitzvot sont irréalisables hors d'Israël des 613? À peu près 350. Autrement dit, 55%. Conclusion, la Torah n'est pas respectable. Impossibilité de respecter la Torah dans son intégralité en diaspora. Quelle que soit-elle. Impossible. Il y a juste en terre d'Israël qu'on peut respecter la Torah. C'est ça? Arshav, il célèbre chaque année cette réunification, on l'a vu, comme la fin. Il faut comprendre cette célébration comme la fin de l'exil, pas seulement d'un exil géographique, mais célébration de retrouvailles des créatures avec leur créateur. C'est-à-dire? Arshav, continuons un petit peu, je vais essayer ensuite de m'attarder, on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer. C'est l'élection qui fait le juif et pas la religion. Dans l'histoire du peuple juif, rappelez ça, un juif n'est pas juif par son comportement. Il est juif par sa naissance. C'est-à-dire, il sort d'une mère juive, il est juif. Point final. Qu'il soit un Talmid Chacham comme le Rav Kook, ou bien Hamavdi, le président imbécile du Technion, ils sont tous juifs. C'est-à-dire, non, je suis obligé de parler de lui après ce qu'il a raconté comme bêtise aujourd'hui. C'est-à-dire, ça concerne le sujet, ne croyez pas. Arshav, quelles que soient ses conceptions, quel que soit son comportement, il est juif. C'est-à-dire, Arshav, le Rav Kook avait l'habitude de bien préciser ça. Quand on monte à la Torah, on dit Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et Torah. Le fait de devoir respecter la Torah est conséquent de l'élection du peuple juif. C'est pas elle qui forme l'élection du peuple juif qui provoque. Et il faut bien faire attention. La seule personne ou les seules personnes qui ont inventé cette idée suivant laquelle l'élection était conséquente d'un comportement, c'est un juif tordu qui a vécu il y a 2023 ans. Et c'est là-dessus que la chrétienté s'est déchirée. Le juif a commencé à être défini par son comportement. Non. Le juif, l'élection, c'est elle qui devance toutes les choses. C'est-à-dire, Arshav. Il y a même des gens qui disent, il y a une plaisanterie qui prouve ça. Ils disent, vous voyez, regardez, un juif, le jour de la Brit Mila, avant la Brit Mila, on lui dit Baruch haba b'shem Hashem. Et dès qu'il a fait la Brit Mila, c'est pas la peine.
C'est là. Allez. Top. Regardez, dans l'histoire du peuple juif, certains ont à plusieurs reprises essayé de dissocier le peuple juif et la religion juive. Qui c'est qui a essayé? La chrétienté. Et qui c'est qui a réalisé finalement tout ça, cette déchirure entre croyance et nationalité ou appartenance nationale? Eh bien, la Révolution française. Séparation de l'Église et de l'État. Alors, vous comprenez bien quelle est la problématique donc de séparation de la synagogue et de l'État. C'est ce que nous vivons ces jours-ci maintenant. Maintenant, avant que je continue, je vous demande de passer au deuxième article de Manitou qui est là-bas. Je vous le laisserai ces feuilles, vous pourrez les lire tranquillement à vos moments perdus. Et un autre article qui a été écrit bien avant le premier. Bien avant le premier. C'est aussi un article de Manitou. Vous voyez la date, c'est en 54. L'autre, il a été écrit en 73, en 93 ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas. En 93, ça veut dire il y a 30 ans. Et l'autre, c'est en 54, c'est beaucoup plus ancien, mais c'est important. Regardez ce que dit Manitou ici dans ce texte-là, Juda et Israël. Disposons-nous d'une définition suffisamment claire pour distinguer les Juifs vivant dans les communautés de la diaspora de ceux qui sont groupés dans l'État d'Israël. Cette distinction est sans doute éprouvée par quiconque se penche sur la question de l'unité d'Israël. Mais où devons-nous la situer en réalité? La véritable question est de savoir si, une fois cette distinction reconnue en toute lucidité, il restera encore la possibilité d'affirmer une identité. Regardez quelle est la problématique, je vais essayer d'expliquer ce que Manitou ici veut nous sensibiliser. On l'a dit il y a quelques instants, je l'ai dit il y a quelques instants, qu'est-ce que c'était la dimension juive en diaspora? Un attachement avec Akash Baruch Hu. Rien d'autre, il n'y avait de place pour rien d'autre. Je dois manger kasher, je respecte le Shabbat, la pureté de la famille, j'en sais rien encore quoi. Tout ça, ce sont des rapports avec Akash Baruch Hu. On arrive ici en Israël, et qu'est-ce qu'on revient? On passe du juif à l'israélien. Et comment on devient israélien? Eh bien, en ayant la citoyenneté israélienne et en servant dans Tzahal. D'accord? En payant ses impôts ou non, ça c'est une autre histoire, les Juifs sont toujours très spécialistes là-bas. Mais officiellement, il doit payer les impôts aussi. Non, mais on passe de quelque chose de profondément religieux à quelque chose qui relève de toute autre chose. Alors, pourquoi Akash Baruch Hu a fait ça? On peut toujours essayer d'expliquer. C'est très probable qu'au début de l'État, c'était nécessaire, il n'y avait pas d'autre moyen. Il fallait poser les jalons de tout ce qui relève du temporel qui a été abandonné totalement pendant 2000 ans. D'accord. Mais ça ne peut pas durer. Et qu'est-ce que nous vivons maintenant? Eh bien, tout simplement une explosion. Il y a ici d'un côté un gouvernement qui penche plus vers quelque chose qui relève du spirituel, à cause de... c'est la première fois dans l'histoire de l'État d'Israël qu'il y a plus de membres de gouvernement religieux que de membres laïcs. C'est la première fois. Il faut tenir compte de ça, c'est pas du tout trivial. Est-ce qu'on est tous racistes de tous ces gens-là? Ça, c'est un autre problème. Laissons ça de côté. Mais des gens qui marquent et qui tiennent à avoir un attachement profond avec tout ce qui relève du religieux. C'est la majorité maintenant dans le gouvernement. Qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque la réaction de tout ce qu'on appelle ici la gauche. Quand je vais parler ici de la gauche, pour les gens qui ne me connaissent pas suffisamment, je précise. Je ne parle pas de la gauche au niveau de la masse, je parle au niveau de la direction de la gauche. La direction de la gauche est née avec la deuxième et troisième rallia, que je me permets d'appeler le rebut de la révolution bolchevique. Des juifs qui viennent du rebut, qui n'ont pas réussi à être là-bas, et dans le courant de Trotsky et j'en passe et de meilleurs, ils sont arrivés ici, croyant, voilà là-bas, il n'y a plus de solution, parce que celui qui ne sait pas, Trotsky voulait résoudre le problème religieux, le problème juif, pas religieux, excusez-moi, le problème juif. Il n'a pas réussi.
Alors les gens qui ont vu que la solution du problème juif, l'antisémitisme, etc., n'était pas soluble là-bas, sont arrivés ici. Alors ça a donné des gens qui sont devenus de profonds nationalistes, qui ont fait énormément de sacrifices, énormément de travail, qui ont conçu l'État, tout ce que vous voulez, mais de façon strictement laïque, dans un esprit qui relève de toute cette révolution bolchevique. Alors maintenant, on se retrouve, parce que maintenant, Baruch Hashem, on a un État solide, on a une armée solide, on a une économie solide, on a un monde scientifique, technologique solide, et un des meilleurs au monde. Okay? Donc tout le temporel est résolu maintenant. Qu'est-ce qui reste? À mettre une âme ici. Il manque une âme. Akash Baruch Hu maintenant a provoqué, et il provoque cet affrontement que nous vivons maintenant. Un deuxième style, si vous voulez, regardez la fin de l'article de Manitou, que je vous montre maintenant. Où c'est qu'il est? Regardez le dernier chapitre, c'est dans la deuxième feuille. Ah. Bon, peu importe. Ouais, dans la deuxième feuille, tout à la fin. Manitou parle ici de deux messies, les deux messies bien connus, Mashiach ben David, Mashiach ben Yehuda, ben Yosef, qui sont là. Pour rappeler à tout un chacun, Mashiach ben Yosef, c'est tout ce qui va relever du messianisme temporel justement. Mashiach ben Yehuda, c'est tout ce qui relève du spirituel maintenant. Comment redonner au peuple juif sa dimension véritable. Et là, on arrive à un problème fondamental. Quand Akash Baruch Hu s'est adressé à nous après la sortie d'Égypte, au moment de Matan Torah, qu'est-ce qu'il nous a proposé? Il nous a proposé d'être Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Mamlechet Kohanim, ça veut dire un royaume de prêtres. Qu'est-ce que ça signifie un royaume de prêtres? Les éducateurs spirituels et religieux de toute l'humanité. On a été investi de cette fonction de prêtrise universelle au Mont Sinaï. Alors que je vais demander, est-ce qu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord? Mais maintenant, ce rôle-là ne peut être réalisé qu'en terre d'Israël. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un rôle qu'on remplit à l'échelle individuelle, mais qu'on remplit à l'échelle nationale. C'est le peuple juif dans son entier qui peut être l'éducateur de l'humanité, pas des juifs à part. Quand en diaspora, on l'a été un peu à l'échelle individuelle, directement, indirectement, on a eu des influences, on a amené des contributions à gauche et à droite, mais en terre d'Israël, c'est donner une toute autre dimension, vivre autrement et montrer à l'humanité comment on doit vivre. Regardez, et ça, c'est maintenant ce qu'Akash Baruch Hu provoque maintenant. Il provoque cet affrontement entre ce qu'on appelle la droite et la gauche, peu importe, quelle que soit la terminologie. Il provoque en fait un affrontement entre des gens qui veulent que la dimension spirituelle, elle soit primordiale, et des gens qui veulent exactement l'inverse. On a fini avec le messianisme de Yosef, maintenant on rentre dans une autre époque, le messianisme de Yehuda. Il faut tout changer. Ça ne va pas être très bien, ça va pas shoot. Il va y avoir énormément de problèmes. Mais maintenant, les gens qui veulent vivre dans un état qui n'a pas cette dimension religieuse, ils sont effrayés maintenant. Ils menacent à l'université, un peu partout. Okay? Si j'ai parlé durement du Nassi du Technion, c'est parce que c'est un menteur, un malhonnête. Vous pouvez enregistrer et lui envoyer, pas de problème. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Ne croyez pas, je ne parle pas comme ça parce que je le juge. Ce matin, il a été interviewé par un grand journaliste, okay, religieux, qui lui a dit, mais parce que c'est eux les fomenteurs de troupes, c'est le Technion. C'est le Technion qui a excité toutes les autres universités. Parce que le monsieur en question est un grand chercheur en physique, doué et très doué, et ancien aviateur de l'armée de l'air. D'accord? Donc, il se considère comme l'Israélien par excellence. Mais, après que il y a 2 ou 3 mois, il a fermé, bloqué définitivement tous les cours de judaïsme au Technion que j'ai fondés. Et c'est la tolérance, au nom de la tolérance, du pluralisme, de l'ouverture. C'est ça. Vous comprenez pourquoi je parle de malhonnêteté. J'ai écrit à ce journaliste, je lui ai dit pourquoi tu ne me poses pas la question, je te donne des arguments avant de lui parler. C'est ça.
il passe son temps à insulter le nouveau rabbin du Technion, à lui faire des problèmes à n'en plus finir, à l'empêcher d'avoir, il y a à peine de ça, un peu moins d'un mois, ils l'ont menacé de démission parce qu'il a invité un conférencier à parler de l'importance de la famille contre tous les courants problématiques que nous connaissons. Il a simplement permis, c'est pas sûr que ce soit lui qui l'a invité, il a permis que se tienne une conférence qui venait ici renforcer la notion de famille dans le peuple juif. Ils l'ont menacé, tous les professeurs, de démission. Et au nom du pluralisme et de la tolérance, quand j'ai quitté le Technion, ils ont décidé qu'à partir de maintenant, le rabbin du Technion n'aurait jamais kvirut. Comment on appelle kvirut? Qu'il soit fixe, qu'on ne puisse pas le mettre. Pourquoi? Comme ça, s'il ouvre la bouche, on met à la porte tout de suite. C'est au nom de la tolérance. Au nom du pluralisme, évidemment. Vous voyez comment ça travaille dans le monde. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont effrayés par une dimension religieuse qui n'arrive pas à froncer, mais qui est la dimension juive. Pendant des dizaines d'années, j'ai fait cours au Technion. J'ai expliqué, j'ai demandé, je posais la question. La plupart, je donnais cours entre autres, à des masses d'étudiants a priori non religieux qui ne savaient pas grand-chose de judaïsme. Je leur ai posé la question, mais dites-moi pourquoi j'étais imbécile de venir vivre avec vous. J'enseignais en France, je travaillais, le quart de ce que je travaille ici, et j'avais un salaire qui était multiplié par 4. Pourquoi je dois venir pour vivre un imbécile comme vous ici? Il n'y a pas besoin, je peux rester en France. Ils n'avaient jamais une réponse. Jamais une réponse, parce qu'ils ne savent pas expliquer leur présence ici. Parce que l'identité juive a été sapée à la base. Ne croyez pas que je considère que tous les gens de gauche ne peuvent pas exprimer cette identité juive. Pas du tout. Personne ne les a éduqués. Personne ne les a éduqués. Alors, ils n'en ont pas conscience et ils ne savent même pas de quoi il s'agit. C'est un des premiers lycées en Israël qui a manifesté contre le nouveau gouvernement, c'est le fameux lycée Herzliya de Tel Aviv. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, celui qui connaît un petit peu les écrits du Rav Kook, savent que c'est le premier gymnasium, il l'appelait à l'époque, le premier lycée qui a été fondé à Tel Aviv, Yafo, etc., et qui était d'emblée avec, comment dire ça, tendance laïque et anti-religieuse. Mais il y a de cela déjà plus de 25 ans, il y a un professeur qui dit à ses élèves, pour la semaine prochaine, préparez-moi Shulchan Aruch. Il a parlé en hébreu Shulchan Aruch. Ken, il voulait leur faire un cours en pitié. Qu'est-ce que c'est? Il leur expliquer un peu Shulchan Aruch. Alors il est arrivé le lendemain, il a vu la table avec une jolie nappe et avec un bouquet de fleurs. Il dit Shulchan Aruch. Il ne savait pas ce que c'est Shulchan Aruch. C'est là. Vous voyez où c'est qu'on vit maintenant. Alors maintenant, nous vivons justement cet affrontement et on a besoin. Maintenant, j'arrive à ce que nous devons endosser. Maintenant, juifs qui justement tenons à la dimension religieuse et spirituelle, et qui en même temps sont sionistes, et profondément sionistes, pas à cause de telle ou telle déclaration, même de M. Herzl que nous respectons énormément, mais au nom de Akash Baruch Hu. Notre terre, c'est là qu'on doit vivre. C'est une mitzvah d'être ici. C'est une obligation même. C'est pas une mitzvah, c'est une obligation d'être ici. Pour nous, c'est quelque chose qui relève du spirituel et tout ce qui est ici relève du spirituel. Alors, on a à donner l'exemple à tout le monde comment on surmonte cette difficulté. Une grande partie de ces gens de gauche, surtout les intellos et j'en passe et d'autres, ils sont effrayés, ils ont peur. Ils sont persuadés que si la dimension spirituelle apparaît, à ce moment-là, c'en est fini de la science, c'en est fini de l'ouverture, c'en est fini du progrès. Il faut leur montrer que ce n'est pas le cas. On est capable d'être dans les deux domaines, on a besoin de le montrer. Je pense que là, le judaïsme francophone a énormément apporté parce que à ceux qui sont venus ici, qui ont gardé la dimension juive, parce que justement, ils ont vécu en France quelque chose qui leur a permis de vivre dans les deux mondes en harmonie. Cette harmonie est insuffisante pour Israël quand ils viennent, mais elle est là, ici. En Israël, il y a tout ce qu'il faut, et il y a tout qui attend pour que cette harmonie soit exprimée, mais de la façon encore la plus profonde possible, imaginable. Et on peut apporter ça.
Personnellement, excusez-moi, quand je suis venu ici, en Israël, j'étais un des premiers à affronter justement cette explosion. Je suis arrivé au Technion. Si je vous raconte qu'est-ce que j'ai passé au Technion, vous vous évanouissez. Aucun personnage normal ne serait resté à filou 2 minutes de plus au Technion. 2 minutes de plus. Je pense que ça ne serait pas méchant que je vous raconte 2 petits points à ce sujet-là. Okay? 2 petits points. Quand j'ai posé ma candidature au Technion, on m'a demandé d'amener des recommandations. J'étais dans 2 doctorats à l'époque, et un des 2, le directeur de thèse, était un professeur juif. Je lui ai dit, Moshe, tu es prêt à me donner une recommandation? C'était pendant Sfirat HaOmer, pendant le Homer. Il me dit, oui, mais pour quel institut? Je lui ai dit, le Technion. À l'époque, je n'avais pas la barbe d'aujourd'hui, mais j'avais la barbe du Homer. Il m'a dit, ils t'ont pas demandé une photo? Je lui ai dit, oui, on m'a demandé une photo. Et tu as envoyé une photo avec la barbe? Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, tu as envoyé avec la barbe? Aucune chance. Je vous dis la vérité, j'étais soufflé parce qu'en tant que fils de rabbin, en route là, je parlais contre Israël, ces explorateurs, ça c'est pas. Mais nous, Rachamim, ils ont dit, la Shon Hara, on ne doit pas accepter, mais on doit quand même être suspicieux, c'est peut-être vrai, il faut faire attention. J'ai fait mon compte avant Pessah, j'avais pas de barbe, après l'Akbar Omer, il n'y avait pas de barbe. J'ai dit, je vais prendre une photo d'avant Pessah et j'envoie la photo. C'est ce que j'ai fait. Mais j'ai oublié cette histoire-là. Du coup, j'ai complètement oublié. Et puis, comme j'avais décidé, dans tous les cas de figure, de venir en Israël, de m'installer, j'ai dit, au fait, pourquoi je ne garderai pas la barbe? J'ai gardé la barbe. Quand j'arrive en Israël, je téléphone, je suis là. Le technicien m'avait dit, quand j'ai posé ma candidature, on ne discute pas avant que tu viennes ici. Quand tu viens ici, on sera prêt à discuter. Ça, je peux le comprendre, c'est normal. Ils ne veulent pas s'occuper de problèmes hypothétiques. Mais c'est... Je fixe rendez-vous avec le doyen du département. Okay. J'arrive à la porte, je frappe à la porte de la secrétaire. Elle me dit, rentre, vous savez, n'allez Canès. Je ne peux pas supporter ça, mon frère, c'est comme ça que... Je rentre, j'étais habillé en costume, pas en costume noir, un costume comme ça, gris, chapeau gris, comme ça. Pas de danger très réduit. Je rentre, elle me dit, la même personne qui m'a dit n'allez Canès, putain, ça s'est transformé en rugissement. Mataroutse! Je lui ai dit, j'ai rendez-vous avec je lui ai rendu poliment, j'ai rendez-vous avec le doyen. Quel est ton nom? Je lui ai dit, Zini Eliaou. Mais tu n'avais pas de barbe! Premier mot. Tu n'avais pas de barbe. Je me suis fait accepter quand même, contrairement à Tel Aviv, ça c'est un autre problème. Je rentre dans le premier groupe auquel je dois enseigner, des étudiants qui correspondent à Supélec, c'est la faculté de Chasmal. Il y a 45 étudiants là-bas. Le maître de conférence responsable, vous savez que c'est la première fois que j'enseigne en israélien et en hébreu. Il a voulu m'accompagner, me présenter, c'était gentil de sa part, très correct. Et je suis rentré avec lui, moi j'ai juste dit shalom. Et lui il a commencé à parler. 25 étudiants ont pris leurs affaires et sont sortis. Ça réchauffe le cœur après 2000 ans, non? Eh bien, j'avais 2 possibilités. Ou je claque la porte, ou bien je dis, puisqu'on ne veut pas de moi, eh bien c'est eux qui vont claquer la porte, c'est moi qui reste. C'était pas évident. Croyez-moi, c'est pas évident. Mais je vous dis tout de suite, c'est ce que nous devons faire maintenant. Nous sommes à même d'expliquer à tous les 2, vous n'avez aucune raison de vous accrocher. Nous sommes à même de vivre les 2 mondes dans une harmonie parfaite. On est capable d'être le juif moderne, investi dans tous les domaines qui sont nécessaires maintenant et dans l'avenir, et en même temps, ou même pas seulement en même temps, sur la base de ça, approfondir notre rapport avec Akadosh Baruch Hu. Parce que pour nous, le progrès est quelque chose qui relève d'une invitation divine. Où c'est que c'est écrit? Dans Bereshit. Akadosh Baruch Hu nous demande de dominer toute la terre. Qu'est-ce que c'est de dominer la terre? C'est s'investir ici, c'est changer le monde.
nous devons prouver, nous sommes à même de prouver que nous sommes capables, et dans tous les domaines. Il y a des domaines où ça sera beaucoup plus difficile, évidemment, en philo, en histoire, j'en sais rien. En littérature, là-bas, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il y a suffisamment d'autres domaines où on peut rentrer, et il y a suffisamment de personnes ici qui sont déjà là-bas. Mais c'est à nous à transformer ça en un courant qui va se faire entendre, qui va faire entendre sa voix dans tout le peuple juif. Et à ce moment-là, on va faire shalom. Il y a des critiques à faire à tous les deux. Si quelqu'un croit que juste la gauche est problématique, alors qu'il ne s'adresse pas à moi. Je n'allais pas le raconter, mais si c'était dépendant de moi, je le rentre dedans à pas mal de gens de la droite religieuse. De quel droit quelqu'un qui ne va pas à l'armée, qui ne travaille pas, il domine l'État d'Israël? Qui c'est qui t'a permis une chose pareille? C'est malhonnête. Mais on ne va pas leur dire de l'autre côté. Parce que aussi ils sont malhonnêtes d'un autre côté. Il faut justement les faire rencontrer au milieu. Et il y a des chances maintenant. À mes yeux, il n'y a aucun doute que Akadosh Baruch Hu nous présente ici une occasion. Elle va être peut-être une épreuve, mais elle est une occasion justement de réunir les deux dimensions du peuple juif en une seule. La dimension temporelle et spirituelle en même temps. Ça va peut-être se faire très difficilement, longuement, lentement, peu importe, mais on y arrivera. Pourquoi dans tous les cas de figure, Akadosh Baruch Hu nous l'a promis par le biais des prophètes, donc il n'y a pas de question. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, si ce n'est pas demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ça sera là, personne ne pourra échapper. Mais il y a une chose auquel nous devons faire attention, tout de suite empêcher la fuite de juifs d'ici. Même si c'est des cinglés, des fous, des démons, il faut les garder ici. Il faut expliquer aux gens, Israël et l'appartenance au peuple juif, c'est pas quelque chose de, comment dire ça, je cherche le terme en français. On ne fait partie du peuple juif que dans la mesure où on est conscient qu'on en est parti dans tous les cas de figure, au moment difficile, au moment moins difficile. Et même s'il y a quelque chose qui fait problème à un juif, quoi, quand il y a un juif religieux qui souffre et qui supporte justement la gauche, ou qui souffre de la gauche, il claque la porte, non. S'il est véritablement croyant, il ne claque pas la porte. De l'autre côté, il doit faire de même, mais il faut qu'on leur parle. Et il faut qu'on exprime ça, et tout un chacun ici est convié à faire ça, mais pour ça, il faut aussi, et je vous dis tout de suite, deux dimensions. D'abord, être quelqu'un mêlé à la vie, dans un domaine ou dans plusieurs domaines, chacun suivant ses possibilités et capacités, mais avoir une carrure spirituelle qui va lui permettre de parler, d'écrire, j'en sais rien, chacun à son niveau. Il faut être capable de parler, quelqu'un qui est ingénieur qui sache te parler à des ingénieurs, quelqu'un qui est à l'université, peu importe, quelqu'un dans quelques domaines que ce soit en médecine ou aux autres gens, qui soit à même justement d'avoir une conversation et d'essayer d'exprimer. Ça va peut-être difficile et problématique au départ, mais il ne faut pas avoir peur. Notre rôle maintenant, c'est d'ouvrir la bouche. Et je pense sincèrement que justement énormément de juifs nord-africains, et surtout ceux qui sont passés par la France et qui ont acquis une culture universitaire, ici peuvent apporter une contribution énorme. Et il faut qu'on l'apporte. Mais pour ça, il faut savoir aussi défendre une identité juive. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut une carrure spirituelle adéquate. Maintenant, je dois arrêter parce que Sharon. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir, de se parler à l'occasion plus longuement. C'était à mes yeux, en tous les cas, une ouverture de sujet. Il faudra approfondir les choses plus sérieusement à l'occasion. Je vous laisse le texte. Vous pourrez voir encore de nombreux points importants que Manitou précise. Et il y a d'autres textes. Okay. S'il y a quelqu'un qui veut poser une question, pas trop